Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle affaire qui s'est déroulée en Irlande en 1996. L'affaire Sophie Toscane du Plantier. Sur cette ténébreuse affaire d'une jeune femme française, productrice de cinéma, assassinée en Irlande en 1996, tout, je le crois du moins, a été dit et montré. Tout est son contraire. L'histoire est sordide. La vie de Sophie Toscane du Plantier était restée marquée par les difficultés de son couple, battant de l'aile depuis quelque temps, et la vie séparée que tous deux, son époux et elle-même, menaient depuis quelque temps déjà. C'est comme cela qu'elle s'est retrouvée seule ce soir-là, en quête de solitude et de sérénité, dans cette maison isolée située sur la lande irlandaise. Un journaliste irlandais local, Ian Bailey, âgé alors de 39 ans, décrit comme atypique et sulfureux, s'invitera dans le scénario durant près de 25 ans. Soyons cependant pragmatiques et prudents dans ce drame, car c'en est un où une jeune femme a perdu la vie. Nous sommes en Irlande, à Tourmore dans la petite baie de Dunamus au ouest précisément, tout près de Gallin et de Scoil, dans le comté de Cork en Irlande. C'est la côte sud atlantique de l'île, où la douceur et l'humidité règnent en maître. C'est là que Sophie Toscane du Plantier, tombée amoureuse de cette région, a acquis en 1993 une charmante petite maison de vacances. La Maison Blanche est un peu isolée, en retrait du village, tout au bout d'un petit chemin. C'est à la fois isolé et retiré, mais aussi un peu inquiétant. Le vendredi 20 décembre 1996, Sophie Toscane du Plantier s'envole de Paris, en tout début d'après-midi, et arrive à l'aéroport de Cork, en Irlande, à 14h25, heure locale. Réalisatrice de films, notamment pour la télévision, elle vient d'avoir 39 ans. Elle a décidé de s'accorder, seule, 3 jours de congé pour se ressourcer. Elle a prévu de repartir soit le 23, soit le 24 décembre au plus tard. On est à 100 km de sa maison. À l'arrivée, Sophie récupérera au guichet à vis les clés d'une Ford Fiesta de location pour se déplacer dans la proche région pendant ces 3 jours. Elle rejoint rapidement sa maison de vacances sur cette petite route. Elle sait aussi que Joséphine Hélène, la femme de ménage qui s'occupe de cette maison, lui a ouvert la maison, l'a un peu décorée pour les fêtes de Noël et a allumé du feu. Elle y arrive vers 16h30. Vers 16h30, Sophie arrive chez elle à Dumanus West, Tourmore. La porte de son allée est fermée, comme il se doit, pour garder le bétail à l'entrée. Sophie ouvre la porte et se rend à son chalet. À 16h45, Joséphine Hélène sonne pour vérifier qu'elle est arrivée en toute sécurité et que tout est en ordre. C'est le cas. Tout va bien donc. Sophie Toscane du Plantier s'installera alors tranquillement chez elle pour la soirée. Rien que de très normal jusque-là. Peu avant minuit, vers 23h30, Agnès Thomas, qui est une amie très proche de Sophie, l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Les deux femmes discutent un moment ensemble, comme le démontrera plus tard l'étude de la téléphonie. Samedi 21 décembre 1996. C'est en fin de matinée. Finbar Hélène et son fils John passent à proximité immédiate de la maison de Sophie. Tous deux voient la voiture garée devant. Ils connaissent Sophie, pensent un instant la saluer, mais finalement ne le feront pas. En effet, Sophie ne vient pas spontanément vers eux et ils ne veulent surtout pas la déranger. Même, diront-ils plus tard, ils trouveront cela assez inhabituel. Cependant, ce jour-là, ils n'insistent pas davantage. Curieusement, la même scène se reproduira à 14h30, lorsque père et fils repasseront devant la maison.
Finbar devine que Sophie est présente à la maison, voit son ombre, mais pas plus que le matin, elle ne sort et va vers eux. Durant la même après-midi de samedi, Sophie Toscane du Plantier descendra au village de Scole, se gare sur le parking situé face à l'hôtel du village et va faire quelques courses rapides au petit supermarché local. Tout cela sera minutieusement vérifié et confirmé lors de l'enquête. À 15h45, ses courses terminées, Sophie Toscane du Plantier ira prendre un thé au County Hard, puis se rendra dans la boutique de mode et de vêtements de Marie Farrell, Tara Fashion. Les deux femmes se connaissent également, depuis que Sophie vient régulièrement ici. Sophie et elle échangent quelques propos, puis Sophie s'en va, passe à un distributeur automatique d'argent où elle retire 200 livres irlandaises et rentre chez elle. Elle y arrivera vers 16h15. Plus tard, lors de l'enquête, Marie Farrell signalera avec force détail qu'elle a vu un homme au comportement étrange flâner devant la boutique pendant ce temps-là. Nous apprendrons qu'il s'agit très probablement d'un certain Ian Beckley, personnage très controversé qui apparaîtra tout au long de l'enquête. Très vite, il ne fait pas de doute qu'il a joué un rôle important dans cette affaire criminelle, même si la présomption d'innocence commande quand même d'être prudent. L'enquête déterminera également que la voiture de Sophie n'a plus bougé après cette heure-là. Dimanche 22 décembre 1996. Nous sommes encore très tôt le matin puisqu'il n'est que 7 heures et que le jour est à peine levé. Marie Farrell se rend en voiture à Cork. En passant à Archil, elle note la présence incongrue à cette heure matinale du même homme. En fait, mais elle ne le sait pas, cet endroit n'est situé qu'à 100 mètres de là où il a passé la nuit, s'agissant de la maison Murphy, une sorte d'auberge-pension-pub typique ici. Un autre résident de cet endroit, Tony Doran, confirmera la sortie de quelqu'un vers 7h30, probablement le mystérieux homme de la veille, qui est sans doute le curieux monsieur Ian Bailey, sulfureux journaliste local, un peu en mal d'actualité, car la région est déserte, accréditant la version initiale de Marie Farrell. Le même jour, vers 14h, Sophie Toscane du Plantier se rend d'abord sur la côte atlantique, à Trecastle Head, pour se rendre chez son amie américaine, Yvonne Engerer. Sophie lui fera part d'une expérience fantomatique au lac, vécue la nuit, qu'elle voit comme un présage. À 16h45, Sophie prend le chemin du retour, car la nuit tombe vite par ici. En chemin, elle commande un thé et des scones au pub O'Sullivan à Crookhaven. Elle est une cliente de ce pub tenu par Billy O'Sullivan. Ian Bailey, le journaliste atypique déjà cité ci-dessus, a passé une partie de l'après-midi dans divers pubs de la petite ville, notamment le Gailey, en compagnie de son ami Jules Thomas. On sait avec précision qu'à 17h20, elle est chez elle, les lieux étant distants de 20 minutes environ. À 17h30, Sophie téléphone à Agnès Thomas, sa proche amie, avec qui elle a déjà échangé la veille au soir. Mais cette dernière est sortie. Qu'à cela ne tienne, elle lui laissera un message sur son répondeur. Il est 18h ce soir-là, lorsque Thomas Hodnett, le facteur, livre du courrier dans la boîte aux lettres du voisin immédiat de Sophie, un certain Alfie Lyon. Les maisons sont très proches et le facteur voit très distinctement les lumières allumées au premier étage chez Sophie. À 19h10, Sophie appellera encore Joséphine Hélène, la femme de ménage. Puis, dans la foulée, elle appellera Pat Egarty, un entrepreneur qui a travaillé pour elle. Un nouvel appel à Joséphine Hélène, passé à 21h, restera vain, cette dernière étant absente un moment.
L'ayant finalement obtenu, et c'était important pour elle, Sophie lui confirmera son retour rapide en France, le 24 décembre, soit le soir même du réveillon de Noël. Elles se mettent d'accord pour que Joséphine vienne le lendemain vers midi à la maison. L'enquête permettra aussi de déterminer avec précision que c'est à 21h20 que Shirley Foster, la compagne d'Alfie Lyon, les voisins donc, a tiré ses rideaux et a vu la lumière extérieure de la maison de Sophie. Après 23h ce soir-là, Sophie téléphonera un certain temps à son mari Daniel, qui, lui, se trouve en villégiature dans le Comminges, dans le sud de la France, plus bas que Toulouse, Haute-Garonne. Il déclarera plus tard aux enquêteurs qu'il pensait que son épouse téléphonait depuis son lit. Nous savons aujourd'hui qu'il est la dernière personne à lui avoir parlé de son vivant. Car dans la nuit du dimanche 22 au lundi 23 décembre, Sophie Toscan du Plantier sera assassinée dans l'allée menant à sa maison. La porte arrière menant dans les champs et sur ce chemin est verrouillée et les clés sont encore dans la serrure de la porte. Lundi 23 décembre 1996. Ce sera le jour de la découverte du drame. Tôt ce matin-là, Marie Farrell prétendra avoir croisé à nouveau ce mystérieux homme, au comportement plus qu'étrange, sur sa route, très précisément à Kenfada Road. Et on est à peine à 25 minutes à pied et à 1,6 miles de la maison de Sophie. Quant à Shirley Foster, la voisine qui avait vu la lumière au dehors la veille au soir, levée à 8h20, c'est elle qui découvrira finalement le corps de sa voisine, Sophie Toscan du Plantier, vers 10h. C'est en allant à la déchetterie, en fait, qu'elle note tout d'abord la porte ouverte, puis remarque la présence pour le moins curieuse d'un corps inerte, encore vêtu de vêtements de nuit et d'une paire de bottes dans l'allée. Le corps de la victime gît au sol. Il est très ensanglanté. Certains vêtements de nuit, dont la victime est vêtue, sont retenus par les fils de fer barbelés. Il s'agit de Sophie Toscan du Plantier. On devine qu'elle s'est battue, a très probablement griffé son agresseur, lui a peut-être arraché des cheveux. Paniquée, elle rejoint très vite son domicile en klaxonnant et raconte à son compagnon Alfie Lyon ce qu'elle vient de découvrir. Ce dernier appelle sans tarder la police. Il est alors 10h15. Effectivement, à 10h35, un premier véhicule de police se présente sur les lieux qui, au fait des premières constatations glaçantes, sont immédiatement sécurisés. Ce matin-là, Yann Bellé, notre journaliste, en goguette, rentre enfin chez lui, après une nuit festive où il ne se trouvait pas à son domicile. D'aucuns diront que c'est habituel chez lui. Dont acte. Il a acheté une scie qui servira en fait à éteuter le sapin, de l'eau de javel et des dindes pour le réveillon. Tout cela peut paraître, à ce stade, très anecdotique, s'il n'était pas griffé aux avant-bras, aux mains et au front. À 11h du matin, un médecin qui a été requis, le docteur Larry O'Connor, arrive sur les lieux, procède aux premières constatations médico-légales et signifie officiellement le décès de la victime, Sophie Toscan du Plantier. Sur place, il confirme la violence des multiples coups portés, notamment au visage et au crâne. Il ne peut déterminer l'heure exacte de son décès, qui remonte, précise-t-il, à quelques heures. Le climat, la température extérieure et le vent, en effet, perturbent sensiblement ces calculs effectués sur place auprès du corps. À 11h15, le même jour, les derniers sacrements sont administrés à la défunte par le père Cashman. Curieuse pratique en réalité, sur une scène de crime. Mais n'oublions pas la forte influence de la religion et de ses rites, parfois ancestraux, mais toujours vifs et de pleine actualité dans ce pays. Les constatations minutieuses effectuées par les fonctionnaires de police démontrent que le lit de Sophie a bien été défait,
que son sac à main et ses affaires personnelles, dont une somme d'argent visible dans le sac, n'ont pas disparu et n'ont sans doute même pas été bougés. Dans la maison, également, rien n'a été bougé, rien n'a été volé. Le cambriolage n'est donc pas, a priori, le mobile de ce crime. Notons que la maison de Sophie est assez isolée, que les routes de la région sont étroites, souvent mal entretenues et ne permettent pas de circuler à vive allure. Juste à titre anecdotique, notons que Sophie Toscan du Plantier n'a pas dormi dans son grand lit surélevé, qu'elle affectionne tant, dans sa grande chambre habituelle. La chaudière de la maison n'ayant pu être réparée à temps avant son arrivée, elle s'est rabattue sur l'une des plus petites chambres. Aucun lien, cependant, ne peut être fait entre cette chambre et le décès de la réalisatrice. À 14h20, Yann Bellé, le journaliste en vogue dans le pays, arrive également sur les lieux. En effet, la rumeur de la mort d'une jeune femme française a vite couru sur ce pays de landes et de petits villages où jamais rien ne se passe. A fortiori en période de Noël. Pour se justifier, il dira plus tard y avoir été envoyé par le rédacteur en chef de son journal, un certain Richard Curran. D'autres affirmeront qu'il satisfaisait aussi une curiosité professionnelle naturelle. Le même jour, vers 14h30, un ressortissant français, au comportement apparaissant comme bizarre, fait son irruption dans ce scénario. Il se serait renseigné dans une agence de voyage de Galway pour occuper une chambre d'hôte près de Cork. Il aurait même déjà commis une grivellerie d'hôtel en arrivant à l'aéroport de Dublin. La police locale, la Gardaí, ne prend pas au sérieux ce témoignage. Pure coïncidence d'un égrevin en mal d'aventure ou lien criminel avéré. On ne le saurait malheureusement jamais. Les enquêteurs de la police irlandaise, la Gardaí, tous des primo-intervenants pour le moment, ne disent rien. Il y a comme un black-out sur l'information tant les faits paraissent particulièrement sinistres et complexes à élucider. Un enquêteur spécialisé de la police, Eugène Gilligan, n'arrivera sur les lieux qu'à 23h. Ne tirons cependant aucune conclusion hâtive de ces délais qui peuvent nous paraître à nous comme excessivement longs. Nous sommes dans un pays anglo-saxon. Le droit en général et les protocoles policiers en particulier sont très différents de ceux appliqués en métropole, voire en Europe continentale. Ainsi, pour des raisons qui nous échappent, le corps de Sophie Toscan du Plantier, malgré la demande de ce technicien scientifique policier, n'est pas déplacé dans la soirée et la nuit, vers une chambre funéraire ou un service de médecine légale. Il est simplement gardé par 2 policiers, toujours dans le domaine de la victime. Mardi 24 décembre 1996, c'est le jour du réveillon de Noël. C'est aussi ce jour-là qu'un médecin pathologiste réputé, le professeur Arbisson, arrive sur les lieux vers 14h. Il arrive de Dublin, la capitale, en voiture. Il examine le corps, rend son rapport au policier en charge de l'enquête, mais rien non plus ne filtrera ce jour-là. Le mercredi 25 décembre, jour de Noël, voit la traditionnelle baignade de Noël avoir lieu en mer. Yann Bellé y est présent. Il ne se passe rien. Les gens sont tous occupés à fêter la nativité en famille ou entre amis. On a l'impression que l'épisode du décès de Sophie Toscan du Plantier a été mis, sinon entre parenthèses, du moins en sommeil pour un temps donné. Jeudi 26 décembre 1996. C'est le lendemain de Noël. En Irlande, on l'appelle de tout temps Saint Stephen Day. C'est ce jour-là que des membres de la famille de Sophie Toscan du Plantier arrivent à Cork pour identifier le corps et répondre aux nombreuses questions des enquêteurs. Mercredi 31 décembre 1996, c'est le dernier jour de l'année. Yann Bellé, à qui on ne demandait rien,
continue à justifier auprès des services de la police ses égratignures qu'il explique par son comportement quelque peu désinvolte et agité durant la nuit du 22 au 23 décembre, nuit pendant laquelle la victime a été assassinée. Se croit-il soupçonné? On ne le sait pas. Parallèlement, il continue à écrire et à publier des articles sur la mort de Sophie Toscan du Plantier, alors que visiblement l'affaire est au point mort. Samedi 11 janvier 1997. Ce jour-là, Marie Farrell, l'amie boutiquière de mode de la victime, téléphone à la police pour informer les enquêteurs d'un élément important. Elle leur indique avoir vu dans la nuit du meurtre, vers 3 heures du matin, un homme vêtu d'un long manteau noir, marchant vers le pont de Kelfada. Cet homme, après mûre réflexion, dit-elle, est bien l'homme qui a déjà rôdé devant sa boutique la veille du crime et qu'elle a revu sur les lieux le lendemain, lors de la découverte du corps de Sophie. Mardi 28 janvier 1997. L'enquête s'est poursuivie. Et alors qu'elle vient d'être démasquée et identifiée, car elle a appelé la première fois sous un pseudonyme Fiona, ce qui est ridicule, Marie Farrell fera une déclaration solennelle sous serment, qu'elle le décrira et l'identifiera comme étant le nommé Yann Bailey. Mardi 4 février 1997. Un témoignage important vient relancer inopinément l'enquête. Un jeune écolier, voisin de Yann Bailey, prénommé Malachi Reid, fait une déclaration au service de police, déclaration explosive dans laquelle il déclare notamment que le 23 décembre 1996, il a pris un ascenseur avec Yann Bailey et que ce dernier lui aurait spontanément avoué avoir tué Madame Toscan du Plantier, avec une pierre sur la tête. Notons que ces faits rapportés ici de façon brutale par un témoin qui n'a aucun intérêt à inventer des faits aussi graves, de surcroît vérifiés et apparaissant comme exacts, seront de plus corroborés par Yann Bailey lui-même, un an plus tard, en 1998, lors d'une soirée très arrosée entre amis. Il reconnaîtra ses torts en répétant plusieurs fois de suite la phrase terrible « Je l'ai fait, je l'ai fait ». Lundi 10 février 1997. Poursuivant l'enquête sur ces bases nouvelles et pour le moins curieuses, les enquêteurs de la Garda placent Yann Bailey en état d'arrestation. Il sera finalement libéré, ainsi que l'épouse de son ami Thomas, qui s'est vu reprocher des témoignages contradictoires. La seule chose concrète qui ressort de ces investigations croisées, c'est qu'on est à peu près sûr que ces trois-là, Yann Bailey, Jules Thomas et son épouse, ont bien fait la fête cette nuit-là, jusqu'à une heure avancée même. Ils appellent cela se sociabiliser. Les excès de l'alcool ont à jamais embrumé leur esprit, et les souvenirs sont trop diffus. Le système judiciaire irlandais, particulièrement complexe et différent de notre droit français et romain, ne permet pas de mise en accusation directe, même au vu de preuves qui nous sembleraient à nous accablantes. Lundi 29 septembre 1997, près de 9 mois après le crime, le dossier d'enquête, comme épais de près de 2000 pages, est remis au DPP, comprenez le Director of Public Prosecution, en fait l'équivalent local de notre procureur de la République, près un tribunal judiciaire. Jeudi 18 décembre 1997. Faisant face à des interrogations de plus en plus sévères sur le rôle et l'action de la justice dans cette affaire, le ministre de la Justice lui-même niera toute longueur dans l'examen des demandes d'information dans ce dossier. Mardi 27 janvier 1998. Nous sommes déjà plus d'un an après les faits. Yann Bailey est à nouveau mis en état d'arrestation et longuement réinterrogé. Mais encore une fois, hasard ou complexité procédurale irlandaise, il ressortira libre le soir. Lundi 9 mars 1998, dans cet invraisemblable imbroglio juridique, plusieurs magistrats font ouvertement pression sur le ministère de la Justice pour obtenir l'inculpation de Yann Bailey, dont le rôle lors de la nuit du meurtre de Sophie Toscan du Plantier n'est pas clair. C'est le moins qu'on puisse dire.
D'autant que, l'enquête progressant, il apparaîtra enfin qu'il avait bien eu des antécédents judiciaires sur des faits de violence sur personne. Une rumeur persistante court aussi sur le fait que Yann Bélé appréciait beaucoup effrayer les femmes seules et que les nuits de pleine lune, des voisins l'ont déjà vu et entendu qui hurlaient à la mort, dehors, en plein air. Mais néanmoins, cela ne crée pas un lien automatique et fatal vers un meurtre. Avril 1999, près de 2 ans et demi après le drame, une amie de l'une des filles de Jules Thomas, ce vieil ami fidèle de Yann Bélé, indiquera aux policiers que le soir de Noël 1996, où elle se trouvait chez la famille Thomas, elle a bien remarqué les égratignures qu'elle dira récentes et fraîches sur les avant-bras et les mains de Yann Bélé. Elle ne croit pas aux explications futiles et un peu rapides fournies par l'intéressé et son entourage, y compris les Thomas, sur l'étaitage du sapin qu'il aurait griffé ou les dindes tuées avec difficulté. Elle confirmera aussi, ce qui est important, l'ivresse notoire de Yann Bélé. Si ce témoignage est surprenant et révélateur, il apparaît cependant très tardivement dans l'enquête et sa crédibilité s'en ressentira tout naturellement. Pourquoi ne l'a-t-elle pas dit avant, alors qu'elle était sur place au moment des faits? Avait-elle peur de Yann Bélé? Craignait-elle quelque chose? 2 ans et demi plus tard, les réponses ne sont pas évidentes à fournir. Vendredi 7 juillet 2000. 3 ans et demi se sont écoulés désormais depuis le meurtre de Sophie Toscan du Plantier. Rien n'avance dans cette enquête à rebondissement. Daniel Toscan du Plantier, son époux, visite Cork pour la première fois et prend attache avec les policiers locaux de la Garda. Il découvre lui aussi le système judiciaire et policier irlandais, pour le moins spécifique. Vendredi 22 septembre 2000. Nouvelle arrestation et nouvelle audition de Madame Thomas et de l'une de ses filles pour apporter des précisions complémentaires aux enquêteurs. On sent bien que tout se passe désormais dans l'étude et l'analyse du comportement de Yann Bélé, le soir et durant la nuit du meurtre. Elles seront relâchées à l'issue et rien ne transparaîtra de leur audition très détaillée. Là encore, de façon incompréhensible, pour sa défense, Yann Bélé agressera Madame Thomas chez elle. Qu'a-t-elle déclaré sur lui? Le secret de l'enquête ne le livre pas pour le moment. Il sera condamné plus tard pour ces faits, qu'il dira finalement être répétitifs, puisque c'est la 3e fois que cela se produit, et sa relation d'amitié fidèle avec Jules Thomas en prend ici un coup sévère. Nous approchons là le seuil des 5 ans, la date des faits tragiques. L'avocat au bureau du DPP, le Director of Prosecution, a déposé un rapport cinglant dans lequel il affirme que l'enquête initiale de la police irlandaise, la Garda, a été très mal conduite et que les preuves produites ne justifient aucunement une poursuite à l'encontre de Yann Bélé. Janvier 2002. Au vu de ces injonctions peut-être partiellement avérées, peut-être de nature un rien excessive, l'enquête de la police locale, la Garda, est finalement reprise et un nouveau directeur d'enquête réputé, chevronné et particulièrement compétent est nommé. Précisons que ce n'est pas inhabituel, même là-bas, et que chez nous aussi, cela se produit régulièrement. Ce phénomène aurait même tendance à croître ces dernières années. C'est au cours de ce même mois de janvier 2002 que les parents de Sophie Toscan du Plantier, Georges et Marguerite Bougnol et son fils Pierre-Louis Baudet, intentent une action en justice civile contre Yann Bélé. C'est pour eux l'action de la dernière chance pour connaître enfin les raisons de la mort de leur fille et mère. Février 2003. Daniel Toscan du Plantier décède subitement d'une crise cardiaque à Berlin, Allemagne, pendant le Festival international de cinéma La Berlinale. Il n'avait que 61 ans. Il s'était remarié en 1998. En mars 2003,
Le nouvel enquêteur désigné 15 mois plus tôt rend son rapport définitif au DPP, l'équivalent, rappelons-le une fois encore, du procureur de la République dans notre système de droit français. Nouvel échec policier, car aucune charge ne sera retenue. À croire, disons certains, mauvais esprits, qu'on veut enterrer à jamais cette affaire. Décembre 2003, Yann Bellé, soucieux de sa propre défense, entame une action judiciaire en diffamation à l'encontre de 8 journaux, arguant du fait qu'ils le mettent en cause dans la mort suspecte de Sophie Toscan du Plantier. Il en perdra 6, mais en gagnera 2 tout de même. Notons que Marie Farrell avait été citée à témoigner dans ces divers procès, où elle confirmera sa version précédente. Elle affirmera toujours que c'est Yann Bellé qu'elle a vu la nuit du meurtre, non loin du domicile de la victime. Notons également que Yann Bellé ne sortira pas grandi de ces procès à répétition. Il laissera définitivement à l'opinion publique l'image d'un homme quelque peu égocentrique, plutôt imbu de lui-même et aimant la publicité. Mars 2004, c'est encore un énième rebondissement dans cette affaire. Marie Farrell revient en partie sur ses déclarations, assurant qu'elle a menti à la police en désignant Yann Bellé. En fait, elle vient d'être menacée. Mais l'avocat de Yann Bellé s'engouffre évidemment dans la brèche. Avril 2005. L'histoire, si ce n'était un drame, serait ubuesque. Madame Farrell retire une première fois sa déclaration où elle cite Yann Bellé près de la scène du meurtre et dit qu'elle a été contrainte par la police Lagerda de faire la déclaration sous dictée. Puis elle revient sur cette déclaration et confirme ses propos initiaux. C'est à y perdre son latin. Avril 2006. Plus de 9 ans se sont écoulés maintenant depuis la disparition de Sophie Toscan du Plantier. Et on n'en sait guère plus sur le mobile, le meurtrier, les circonstances. L'action civile intentée par la famille et les ayants droit de la défunte en janvier 2002 est finalement retirée. Mai 2007. Procédurier hors norme, Yann Bellé attaque cette fois-ci le ministère de la Justice irlandais et la police locale. Il se plaint d'arrestations injustifiées, de faux emprisonnements, de complots, d'agressions et de coups portés, d'intrusion personnelle, de harcèlement, d'intimidation et de violation des droits constitutionnels de base. Rien que ça. Novembre 2007. Pour ne pas perdre espoir et tenter de faire éclore la manifestation de la vérité, la famille, son oncle, le célèbre physicien Jean-Pierre Gazaillot et les amis de Sophie Toscan du Plantier créent une association à sa mémoire. The Association for the Tune About the Murder of Sophie Toscan du Plantier, ASSOV. Juin 2008. Dans le cadre d'une enquête menée en France, le juge d'instruction Patrick Gachon ordonne l'exhumation du corps de la défunte, inhumé dans le caveau familial de Combray, situé sur la commune de Mauvezin-sur-l'Île, dans le département de la Lozère. L'appui judiciaire est fort puisqu'ils ont fait appel à un ténor du barreau, maître Éric Dupont-Moretti. Le docteur Tacohen, médecin légiste dûment missionné, a effectué une autopsie du corps de Madame Toscan du Plantier, à la suite de cette exhumation. Il a notamment effectué une reconstruction du crâne de la victime, qui a pleinement confirmé les conclusions du pathologiste irlandais. Primo intervenant, le docteur John Harbison, selon lesquels Sophie Toscan du Plantier est bien décédée de graves blessures à la tête, infligées par une forte masse destructrice. Juillet 2008. La justice irlandaise clôture l'enquête. Aucune poursuite n'étant réclamée, même après le dépôt de la nouvelle enquête, entièrement reprise par le nouveau directeur d'enquête. Le dossier criminel est donc mis à disposition des autorités françaises.
Juin 2009. Les juges français Patrick Gachon et Nathalie Dutrâtre se rendent sur les lieux du crime. Ils souhaitent en effet, et c'est bien légitime de leur part, s'imprégner des faits, des lieux, même si, reconnaissons-le, c'est bien tard. Vendredi 19 février 2010. Le juge Gachon, magistrat instructeur nommé, lance un mandat d'arrêt européen à l'encontre de Yann Bellé. Il avait vu juste, car cette mesure portera très vite ses fruits. Vendredi 23 avril 2010. Yann Bellé est arrêté à son domicile irlandais en vertu de cette pièce de justice. Il est traduit, comme le veut le droit irlandais, devant la haute cour du pays, libéré sous caution en attendant une audience pour une éventuelle extradition. Là encore, les règles de droit des deux pays divergent quelque peu. Vendredi 18 mars 2011, la Haute Cour ordonne à Yann Bellé de se constituer prisonnier auprès des autorités françaises, tout en lui octroyant le droit de faire appel auprès de la Cour suprême, ce qu'il fait aussitôt. Octobre 2011, une équipe d'enquêteurs de la police et d'experts médico-légaux français se rend sur les lieux du crime. Ils y interrogent à nouveau une trentaine de témoins. Leur acharnement est louable, leur ténacité à signaler tout particulièrement. Mais n'oublions pas que nous sommes 15 ans après les faits. Jeudi 1er mars 2012, la Cour suprême d'Irlande confirme en tout point l'appel de Yann Bellé et interdit son expulsion vers la France, où il est réclamé depuis près d'1 an. Mais l'affaire n'en restera pas là, point sans faux. Septembre 2012. Les avocats de la famille de Sophie Toscan du Plantier et de ses proches déposent une plainte officielle contre l'Irlande auprès de la Commission européenne. Ils contestent ce refus d'extrader d'un pays membre de l'Union européenne. Une bataille judiciaire au plus haut niveau s'annonce. Un juge irlandais, le juge Carol Moran, est nommé. Remarquons que l'affaire s'est irrémédiablement éloignée, et de beaucoup même, des recherches des causes de la mort de Sophie Toscan du Plantier, près de 16 ans auparavant. Vendredi 10 mai 2013, la Haute Cour irlandaise ordonne à l'État irlandais de mettre à disposition de Yann Bellé tout document utile à la menée de son action civile en dommages-intérêts. 4 novembre 2014, la procédure d'octroi de dommages et intérêts intentée par Yann Bellé contre le ministère de la Justice et la police irlandaise débute enfin. Initialement prévue pour durer 6 semaines, elle durera en fait 5 mois, vu le nombre de témoins, plus de 90 personnes, tous cités et à entendre. Lundi 30 mars 2015. L'épilogue du procès n'est pas favorable à Yann Bellé. Il perd le procès en action civile sur des aspects très pointus du droit irlandais, des questions de légalité de détail et de délais non respectés. Il est désabusé et son avocat l'est également. Tous deux comptent même interjeter appel de cette décision, voulant absolument prouver que la police irlandaise, la Garda, a comploté pour l'impliquer dans le meurtre de Sophie Toscan du Plantier. 27 juillet 2016. La juge d'instruction française Nathalie Turquet, qui a repris cette instruction à son compte, lance un nouveau mandat d'arrêt européen à l'encontre de Yann Bellé. Août 2016. Yann Bellé tente de se défendre par tous les moyens. Il écrit au DPP local, l'équivalent, rappelons-le, de notre procureur de la République, saisit diverses autres intenses, bref, écrit tout azimut. Il ne supporte pas tout simplement tout ce tapage autour de sa propre personne. Vendredi 23 décembre 2016, une sobre cérémonie de commémoration des 20 ans de la mort de Sophie Toscan du Plantier réunit à Paris les membres de sa famille et ses proches. Mars 2017, Yann Bellé est une nouvelle fois interpellé chez lui en Irlande, au vu de ce document de justice.
Cette fois-ci, la Haute Cour irlandaise valide l'extradition de son ressortissant, sans doute convaincu des arguments mis en avant par la juge française. Mais hélas, une fois de plus, Yann Bailey restera en Irlande. 2018. C'est difficile à admettre pour certains, mais un tribunal français statuera qu'il y a motif suffisant à le juger par contumace, dont physiquement absent lors du procès. Vendredi 3 août 2018. La GSOC, l'équivalent de notre IGPN, l'Inspection générale de la police nationale, saisie initialement par Yann Bailey, ses comparses et son conseil, remet son rapport et blanchit les services de police. Nulle trace de corruption éventuelle et falsification de preuves ou de documents n'est apparue ou n'a pu être mis en lumière. Mardi 26 février 2019. En mal de déclaration, Yann Bailey s'exprime encore auprès de divers médias régionaux, nationaux et même internationaux sur le sujet de la mort de Sophie Toscan du Plantier. Mort survenue maintenant, rappelons-le, en décembre 1996, soit plus de 22 ans auparavant. Il se dit inévitablement reconnu comme coupable, mais en même temps défend bec et ongle son innocence, basée plutôt sur ses propres certitudes. Lundi 20 mai 2019. Une nouvelle fois la mort de Sophie Toscan du Plantier se rappelle aux souvenirs douloureux de ses proches et aussi des habitants du village. La phrase du fils de la défunte, Pierre-Louis Baudet-Vigneault, prononcée lors d'un déplacement à Golène, Ouest Cork, lors d'un office religieux à la mémoire de sa mère, restera célèbre. Il est temps de mettre fin à un crime qui n'est ni un mystère, ni une légende. Lundi 27 mai 2019. Le procès de Yann Bailey s'ouvre enfin devant la cour d'assises en France. Il est prévu pour durer 5 jours, mais le principal et seul mis en examen est absent. Vendredi 31 mai 2019. Lors de son procès instruit en France, Yann Bailey est finalement reconnu coupable du meurtre de Sophie Toscan du Plantier. Il est condamné par contumace à une peine d'emprisonnement de 25 ans. Lundi 16 décembre 2019, c'est peut-être l'ultime rebondissement dans cette mauvaise série B sans fin. La police irlandaise, au vu d'une nouvelle décision de la Haute Cour irlandaise, en bataille juridique ouverte avec la Cour suprême, interpelle une nouvelle fois brièvement Yann Bailey. Selon cette instance judiciaire, le mandat d'arrêt émis par les autorités judiciaires françaises est bien valable et son extradition n'est entachée selon elle d'aucun vice de forme et de droit. En attendant cette décision, Yann Bailey reste en Irlande. Lundi 12 octobre 2020, un juge de la Haute Cour d'Irlande confirme l'impossibilité d'extrader Yann Bailey. Peu après, l'État irlandais renonce à interjeter appel à cette décision, ce qu'ils auraient pu faire. Yann Bailey restera donc libre en Irlande. Dimanche 12 octobre 2020, l'histoire serait terminée et reconnaissons-le, justice serait rendue si la Haute Cour décidait enfin d'extrader un sujet irlandais vers la France qui le réclame. Mais non. Un juge de cette institution statue finalement, au vu d'un abus de procédure, que Yann Bailey ne peut être valablement extradé vers la France. Yann Bailey ne viendra donc jamais, sauf de son plein gré, ce qui n'est pas du tout dans ses intentions, soyez-en certains, en France. Pour conclure, nous pouvons dire plusieurs choses intéressantes au sujet de cette affaire, malheureuse et tragique, et chacun en tirera ensuite ses propres conclusions, en fera ses propres développements. Retenons cependant que les systèmes judiciaires qui nous régissent changent de pays en pays, y compris au sein même de l'Union européenne. Ils sont les garants de nos histoires respectives, de nos sources du droit, de nos traditions et habitudes, le tout transmis et hérité de génération
en génération, depuis la nuit des temps. Sachons-le, reconnaissons-le. Il nous faut, le cas échéant, savoir nous y adapter. Une Europe de la justice n'est certainement pas pour demain, en raison des trop grandes divergences sociales, culturelles des nombreux peuples qui la composent. Les services d'enquête et les protocoles, procédures, façons d'enquêter varient là aussi en fonction des pays, du système de droit qui est appliqué et des modes de fonctionnement institutionnels qui les régissent. Nous nous en offusquons pas, c'est largement accepté, c'est ainsi. L'enquête menée par la police irlandaise, la Garda, l'a été selon les modes de fonctionnement locaux et les règlements de ce pays. Peut-être ne l'a-t-elle pas été, à nos yeux du moins, de façon très réglementaire, très rapide, très technique, très probante, très scientifique. Peut-être. Mais replaçons-nous dans le contexte du temps. Nous sommes à la fin de l'année 1996 et n'oublions pas que l'Irlande est quand même une démocratie, que les policiers y résolvent aussi des enquêtes, arrêt des meurtriers et des délinquants, les font juger et les font incarcérer. En résumé, rien de bien différent, quant au résultat du moins, à notre système de droit. L'enquête n'a pas permis d'aboutir pour finir à la manifestation de la vérité. Nous le déplorons bien sûr tous. Mais soyons d'abord humbles et très pragmatiques, car en France aussi, certaines enquêtes sont très longues et particulièrement complexes. Elles n'aboutissent pas toujours, rebondissent étrangement et se perdent en conjectures diverses et variées. Est-ce le résultat de la malchance, celui du hasard? Est-ce encore un extraordinaire concours de circonstances? Est-ce peut-être lié à l'étrange personnalité du ou des auteurs ou, à l'inverse, à celle de la victime? Mais aucun facteur ne joue jamais seul à gagner ou à perdre. C'est toujours multifactoriel. Nous savons que la science et les avancées foudroyantes de la technologie, la modernisation à marche avancée et la remise en cause des méthodes d'investigation policière partout en Europe et pas seulement en France, évoluent sans cesse dans un monde et une société eux aussi en perpétuel mouvement. Peut-être que demain, pourquoi pas, cette affaire rebondira encore une fois. Un seul exemple peut et doit nous convaincre, la technologie de l'analyse de l'ADN, qui est quasi inexistante ou, à tout le moins, embryonnaire en 1996, et aujourd'hui banale. Et demain, qu'en sera-t-il? C'est la fin de cette tragique et horrible affaire. J'espère du fond du cœur qu'un jour justice sera faite. Pour Sophie Toscan du Plantier, sa famille et son fils, pour qu'elle puisse reposer en paix. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.